je suis pas d'accord avec cela parce que globalement, si on regarde la chronologie de l'ensemble des attaques terroristes qui ont eu lieu en Europe globalement, c'est assez récent et c'est assez nouveau que ce soit des migrants à proprement parler qui les commettent. Tu vois, la plupart des autres attaques ont été commises par des gens qui avaient la nationalité, qui pour la grande majorité d'entre eux sont même nés sur ces territoires. La très grande majorité de gens qui sont partis en Syrie étaient je dirais en tout cas parmi les Français, c'était pas des migrants qui vivaient en Syrie, qui vivaient en France, c'était essentiellement des Français qui sont partis. Donc cet islam identitaire n'est fondamentalement pas l'apanage de ces pays. Et là, par contre, je ne ferai pas ce lien que cette personne dont tu m'as rapporté les propos, que j'ai pas pu vérifier, a pu faire. Parce que tout simplement, c'est une question beaucoup plus complexe qu'une histoire, je dirais, d'appartenance à un pays donné. Alors certainement que certains pays, comme le Pakistan, qui se sont créés sur base d'une identité religieuse pure, la question de l'identité religieuse peut entraîner beaucoup de violences sectaires. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le Pakistan est fortement affecté par ces violences sectaires. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est véritablement face à un phénomène nouveau qui est une combinaison de plusieurs éléments qui, à un moment donné, peuvent se rassembler et créer, en fait, si tu veux, la situation, ou en tout cas, les ingrédients propices pour pouvoir éventuellement mener à ce genre de situation. Et je pense que dans les interventions précédentes, on en a déjà assez parlé, je pense que c'est essentiellement dû à l'avènement du wahhabisme dans l'histoire de l'islam, ensuite sa propulsion en avant comme étant la norme sur le plan de l'islam sunnite. Alors quand je parle ici de norme, je ne parle pas nécessairement en termes de quantité, mais je parle plus en termes de production culturelle sur la littérature religieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne qui se rend dans une librairie à caractère islamique et qui veut se renseigner sur l'islam a une probabilité beaucoup plus grande de tomber sur des livres qui ont été écrits et publié par l'Arabie Saoudite que par la philosophie islamique ou par d'autres choses. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand bien même il est minoritaire sur le plan du nombre, il est très fort sur le plan de la production culturelle, la production des idées. Et cela a eu un impact très important sur le façonnement des esprits des musulmans qui vivent en Europe, qui viennent essentiellement d'ailleurs de pays où il y avait beaucoup plus un islam traditionnel, un islam éventuellement confrérique. Et les frères musulmans et les salafistes ont joué un rôle très néfaste quant à je dirais, au fait que soit un islam extrêmement politisé, soit un islam extrêmement rigoriste puisse se répandre dans les pays européens, aux États-Unis et ailleurs. Et donc là aussi, les gouvernements ont joué un rôle assez néfaste de laisser ces pays avoir une mainmise sur l'islam et n'ont pas assez pris en considération la dangerosité de ce genre de lecture qui était très polarisante sur la cohésion même du pays pour l'avenir. Et donc, je me rappelle encore comme si c'était hier, et je te rapporte ici une anecdote qui m'est arrivée personnellement, je pense, en 1999 ou en 2000, en plein milieu de Bruxelles. Tu sais, comme tout musulman, un vendredi, on trouve une mosquée pour aller prier. Donc, j'étais en plein centre de Bruxelles, j'étais dans une mosquée qui est réputée être salafiste, parce que bon, il y en avait tout simplement pas d'autres à côté. Et je me rappelle que devant un parterre de 400, 500 personnes, tu avais un imam salafiste très connu de Bruxelles qui, en plein milieu de Bruxelles, devant un parterre de 400, 500 personnes, crie très fort dans les haut-parleurs, ne laissez pas vos enfants ne jouer avec les enfants des chrétiens et des juifs. Tu vois? Et ça pose bien évidemment un problème, alors non pas un problème purement légal, parce que légalement parlant, bon, je dirais à la limite, tu as le droit de ne pas vouloir fréquenter une personne ou une autre, tu vois, en fonction de leur confession, même si on peut détester ce genre de paroles, mais ça pourrait tomber sous la coupe de la liberté d'expression. Mais est-ce que ce genre de discours est souhaitable pour nos sociétés qui sont plurielles et où le vivre ensemble est nécessaire pour qu'il y ait une possibilité qu'on puisse vivre en paix les uns avec les autres? Je ne le pense pas. Et donc je pense que les gouvernements n'ont pas assez pris la mesure de la dangerosité de ce genre de discours. Tu vois, c'est-à-dire que et là vraiment il y a eu un manque qui était patent et qui pour moi en fait est inacceptable. Alors d'un autre côté, on peut comprendre qu'on n'a pas à intervenir sur les différentes formes de discours religieux, mais là on est carrément à des discours qui mènent à une rupture.
tu vois. Et c'est pas du tout, si tu veux, ce qu'on souhaite pour nos sociétés. Alors je sais que ces ruptures sont en train de se produire globalement, même avec d'autres formes d'idéologie, mais jusqu'à présent, en tout cas, ces idéologies ne sont pas encore passées aux actes ultra-violents. On n'en est peut-être pas loin, comme on a pu le voir avec la Ligue des défenses des animaux qui s'attaque aux boucheries, qui ont commis des actes de violence, mais on n'en est pas encore à décapiter des gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gouvernements devraient être beaucoup plus prudents quant aux différentes formes de discours qui sont en train de se répandre dans les sociétés et cette politique identitaire qui, pour moi, est le terreau propice pour que ce genre de choses puisse se produire. Et voilà, donc je ne suis pas de ceux qui réagissent à l'émotion. Alors même si je suis choqué par ce que je vois, je ne suis pas surpris par ce qui se passe. Parce que ce genre d'idéologie a déjà commis ce genre d'acte il y a déjà très longtemps dans de nombreux pays. Et à la limite, je me suis demandé comment ça se fait que c'est pas arrivé plus tôt. Tu vois. Alors, je vais encore te raconter une deuxième anecdote. Ici à Bruxelles, au début de la guerre civile en Syrie, on a eu une mosquée qui s'avère être fréquentée par des chiites, qui a été brûlée par par un immigré, enfin par quelqu'un qui était en situation irrégulière, qui est rentré dans la mosquée et qui a brûlé la mosquée. Donc l'imam de la mosquée est décédé pendant l'incendie. Il y a eu 2, 3 blessés. La personne a été arrêtée. Et il a invoqué le fait que, par exemple, les chiites tuaient les sunnites en Syrie. Tu vois. Et je me rappelle, comme si c'était hier, qu'en fait, si tu veux, ce genre de personnes se sont attaquées aux chiites au nom du fait qu'ils étaient infidèles, apostats et tout ce qui s'ensuit. Mais on était à 2 pas qu'ils passent à la synagogue qui se trouvait à 50 mètres ou à l'église qui se trouvait à 150 mètres. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'arrêter aux chiites en fait. Ils vont continuer et ils vont s'attaquer à toute forme je dirais, d'infidélité selon leur discours. Et donc, les gouvernements ont été vraiment très laxistes quand ce genre d'événements se sont produits. Et ils n'ont pas, pour moi en tout cas, pris la mesure de la dangerosité de ce genre de discours sur nos territoires, sur notre territoire, tu vois. Voilà.